On va commencer avec le premier DP. Le premier DP, donc, on reçoit un patient au mois d'août de 64 ans dans un contexte d'altération de l'état général depuis 2 semaines avec des douleurs diffuses. Je vais commenter un petit peu les énoncés en même temps parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut sortir d'un énoncé. En général, les informations ne vous sont jamais données comme ça à la légère gratuitement. C'est que ça va vous importer pour la réflexion dans les questions. Donc là, on est au mois d'août. Okay, donc ça, c'est important. On est en été, il fait chaud. Il y a un contexte d'altération de l'état général, donc un contexte un peu vague qui peut s'intégrer dans plein de contextes cliniques différents. Ça évolue depuis 2 semaines, donc ce qui est relativement récent, et c'est associé à des douleurs diffuses. On ne sait pas si c'est des douleurs musculaires, des douleurs osseuses, mais déjà, il faut avoir la puce à l'oreille. Dans les antécédents, on a un diabète de type 2, ça c'est très important en néphrologie, qui est sous metformine, donc antidiabétique oral, un diabète qui nous est dit pas compliqué, en dehors d'une hypertension artérielle, qui est en trithérapie, avec un diurétique thiazidique qui est l'hydrochlorothiazide, avec du ramipril qui est un IEC et de l'amlodipine qui est un inhibiteur calcique. Enfin, le patient il a une arthrose invalidante qui est traitée par des antalgiques en ville par son médecin traitant. Donc ça, antalgique, néphrologie, ça doit sonner une alerte chez vous. Il faut se méfier toujours des AINS. Antalgique, il ne prend plus depuis 48 heures. Et donc, il arrive aux urgences dans ce contexte-là. Et à l'arrivée, on a un patient qui a une pression artérielle à 92-45 mm de mercure, donc un patient qui est hypotendu, symétrique aux deux bras, donc on n'a pas d'argument pour une fausse tension sur des sténoses sous-clavières ou des choses comme ça. Un patient qui est tachycarde à 110 par minute, apyrétique à 36,7, qui ne présente pas de défaillance respiratoire, un patient qui a une mécanique ventilatoire qui est correcte à 15 par minute de fréquence respiratoire et qui sature bien en air ambiant. Il a un Glasgow à 14 avec une désorientation temporo-spatiale. À l'interrogatoire, il y a également des nausées, quelques épisodes de vomissement depuis 5 jours avec des urines moins fréquentes. Et donc là, on est dans un contexte où le patient a des pertes extrarénales de fluide, avec des nausées, des vomissements. Et donc, on est dans un contexte plutôt de déshydratation extracellulaire. Patient qui perd de l'eau, du sel, qui sont des pertes extrarénales. Patient qui est hypotendu, tachycarde. Tout ça, ça s'intègre dans un contexte de déshydratation extracellulaire. À l'examen clinique, on retrouve un pic cutané, pareil, qui s'intègre dans le tableau de déshydratation, et un vertige au lever du brancard, qui est en fait une hypotension orthostatique. Hypotension orthostatique qui est vraiment le signe le plus sensible de déshydratation extracellulaire. C'est le premier qui va apparaître. Un patient qui a une déshydratation extracellulaire, il ne sera pas forcément hypotendu tout de suite, il ne sera pas forcément tachycarde tout de suite. Par contre, si vous le levez, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il a de l'hypotension orthostatique. Donc, c'est vraiment un signe très sensible et c'est important de le faire en pratique clinique. On lui fait une bio et aux urgences, on retrouve une hémoglobine à 9 grammes par décilitre, donc une anémie qui est normocytaire avec un VGM à 90, normochrome et qui est arégénérative avec des rétiques qui sont à 70 giga par litre. Il n'a pas de thrombopénie, 180 giga par litre de plaquettes. Il a une natrémie qui est correcte, qui est limite basse à 135. Il a une hyperkaliémie à 5,2 mmol par litre qui est modérée. Et il a enfin une acidose métabolique puisque son pH est à 7,27, donc il a une acidose. Je ne vous ai pas dit, mais c'est un pH qui est artériel, donc inférieur à 7,38, une acidose avec des bicards qui sont bas, donc une acidose métabolique. OK. Et la dernière grosse anomalie, enfin les deux dernières grosses anomalies, c'est d'abord une hypercalcémie avec un calcium total qui est à 4 mmol par litre pour une norme entre 2,2 et 2,6 et un calcium ionisé qui est à 2 pour une norme entre 1,15 et 1,35. Je vous rappelle que le calcium ionisé représente la fraction active du calcium et c'est vraiment la fraction qui nous intéresse. Un calcium total, il va être corrélé au calcium ionisé, mais parfois, il y a des erreurs chez des patients qui sont hypoalbuminémiques ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on fait la formule de correction du calcium quand on n'a que la calcémie totale. Mais si on vous donne le calcium ionisé, c'est vraiment ça qu'il faut regarder parce que c'est la fraction qui est biologiquement active. Dernière chose, une insuffisance rénale avec une créate à 564 micromoles par litre. On n'a pas d'antériorité de valeur de créatinine, mais on nous a quand même dit que le diabète était dit pas compliqué, donc a priori pas de néphropathie diabétique. OK. Première question, qu'est-ce qu'on fait en première intention chez ce patient? Est-ce qu'on lui fait un scanner TAP avec injection, un ECG? Est-ce qu'on lui arrête tous ses traitements
Est-ce qu'on le dialyse en urgence ou est-ce qu'on lui met du Lasix? Je vais vous mettre… Attendez. Hop, je vous ai mis les réponses, mais c'est pas grave. Hop, je vous mets le petit booklap et je vous laisse répondre. Je vous laisse encore 10 secondes. Il n'y a pas de gros piège. Il y en a un qui est chaud là, qui fait un scanner injecté. On va en discuter. Ok, je vous remets la question. Ok, donc le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produits de contraste chez un patient qui a une insuffisance rénale, on ne sait pas trop si elle est aiguë ou chronique, qui a une déshydratation extracellulaire et plein de facteurs de risque de faire de la tubulopathie aux produits de contraste, ce n'est pas une bonne idée en première intention. On évite quand c'est possible. Évidemment, s'il y a une urgence vitale, par exemple un patient qui a un saignement actif, il faut repérer l'origine du saignement pour l'artérioemboliser, pour lui sauver la vie parce qu'il est en choc hémorragique. Évidemment, vous injectez le patient. Par contre, un patient là qui arrive, on ne sait pas trop ce qu'il a, il n'a pas eu beaucoup d'exploration, il a une insuffisance rénale aiguë, il est hypovolémique profondément, on ne fait pas de scanner injecté en première intention. On essaye de comprendre ce qui se passe et ensuite on voit si oui ou non on a besoin de lui faire un scanner. Pour l'instant, pas besoin. ECG, bien sûr, toujours devant des troubles ioniques. Le patient a, je vous rappelle, une hypercalcémie et une hyperkaliémie qui est certes modérée, mais qui est présente. Donc, il faut lui faire un ECG pour vérifier l'absence de retentissement électrique de ces troubles ioniques. Et effectivement, on lui arrête tous ces traitements, puisque je vais vous les remettre. Les traitements étaient de la metformine, qu'on doit arrêter en cas d'insuffisance rénale aiguë, parce qu'il y a un risque d'acidose lactique, d'accumulation de la metformine et de toxicité sur le métabolisme intracellulaire de la metformine avec accumulation de lactate et donc acidose lactique qui est assez embêtante. En revanche, on ne l'arrête pas la metformine parce que ça crée des atteintes rénales. La metformine, ça n'a pas de néphrotoxicité directe. Par contre, effectivement, si ça s'accumule parce que le rein ne l'élimine plus, il y a un risque d'acidose lactique. L'hydrochlorothiazide, le ramipril et l'amlodipine, qui sont des traitements antihypertenseurs et des diurétiques, eh bien, en contexte d'insuffisance rénale aiguë, avec un patient qui cliniquement est très hypovolémique, eh bien, il faut les arrêter au moins transitoirement, comprendre ce qui se passe et ensuite réfléchir. L'hémodialyse en urgence, non, puisque le patient n'avait pas de critères de dialyse en urgence. Il n'a pas encore eu d'électro, donc on ne sait pas si ces troubles ioniques ont un retentissement électrique ou pas. Et il n'a pas encore eu de traitement médical de ces troubles ioniques si jamais ils avaient un retentissement. Donc pour l'instant, il n'y a pas de critères de dialyse. Pareil, il n'est pas en œdème aigu du poumon réfractaire à toutes les thérapeutiques. Donc a priori, il n'y a pas d'indication à lui faire de la dialyse. Pareil, dernier critère, il n'y a pas d'acidose métabolique profonde inférieure à 7,2 de pH qui motiverait une dialyse en urgence. Il a 7,27, ça commence à chauffer, mais pour l'instant, ça tient encore. Et le Lasix, le furosémide, pardon, surtout pas en contexte d'hypovolémie profonde avec une insuffisance rénale aiguë comme ça. Ok, donc ça, c'est les critères d'épuration extra-rénale en urgence. Ça, c'est vraiment important à connaître par cœur. C'est des critères qui peuvent s'intégrer dans plusieurs dossiers, dossiers de réanimation, soins intensifs, néphrologie. Ça peut arriver dans tous les sens. Et donc, quand est-ce qu'on dialyse un patient en urgence? Quand il a une insuffisance rénale associée à une hyperkaliémie qu'on dit menaçante, c'est-à-dire 7 millimoles par litre. Ce cutoff de 7 millimoles par litre, il n'est pas tout à fait clair dans la littérature, dans les études, etc. Il y a plusieurs cutoffs qui ont été proposés, 6,5, 7 millimoles par litre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'hypercalémie soit sévère. Dans le collège de néphro, c'est 17 millimoles par litre. Donc, je vous ai mis ce critère-là qui est très bien. Il faut également que l'hypercalémie ait un retentissement électrique.
Petite précision, parce que ça, ce n'est pas toujours mentionné, et moi, je ne le savais pas jusqu'à assez tardivement, c'est que les ondes T amples qu'on voit dans l'hyperkaliémie sur l'ECG ne sont pas un signe de gravité. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe de menace électrique de votre hyperkaliémie. Votre patient ne va pas faire d'arrêt cardiaque de manière imminente sur des ondes T amples à l'ECG avec une hyperkaliémie. On dit que c'est plutôt un signe d'imprégnation, et donc, ce n'est pas un critère de dialyse. En revanche, tous les autres signes ECG de l'hyperkaliémie, notamment les troubles de conduction, qui sont vraiment les troubles les plus graves, imposent une dialyse en urgence. Je vois juste une petite question. L'anurie, ce n'est pas une indication à l'hémodialyse en urgence. Alors ça, c'est une bonne question. Alors l'anurie en tant que telle, non. S'il n'y a pas de retentissement, en fait, si ton patient il est anurique depuis pas longtemps, c'est-à-dire en général, on dit 72 heures dans les différentes études. Là, on est plutôt dans un contexte de réanimation. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Akiki qui a essayé de voir quel était le meilleur timing de l'épuration extra-rénale lors d'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Et effectivement, l'anurie a été proposée comme critère d'épuration extra-rénale quand on était anurique depuis plus de 72 heures. Et donc, effectivement, en réanimation, quand les patients sont anuriques depuis plus de 3 jours, on les dialyse. Mais en général, ça s'associe à d'autres signes de la surcharge, des hypercalémies, etc. Donc, stricto sensu, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le collège, mais effectivement, un patient qui est anurique depuis plus de 3 jours et qui commence à avoir des signes de retentissement de son insuffisance rénale, il faut le dialyser. Ensuite, deuxième autre signe, c'est l'acidose métabolique sévère et le cutoff, c'est 7,2. On ne dialyse jamais un patient sur des chiffres de bicarbonatémie, mais c'est sur le pH. Parce que c'est le pH qui va se traduire sur le métabolisme intracellulaire et les dysfonctions liées à l'acidose. Dernier gros critère, c'est l'OAP. Et l'OAP, quand il est réfractaire, c'est-à-dire au traitement médical optimal. Et le traitement médical optimal de l'OAP, c'est les diurétiques de l'ANS, le furosémide, le Risordan, qui est un vasodilatateur, et la VNI, la ventilation non invasive, qui a un effet bénéfique sur l'OAP grâce à la pression expiratoire positive que vous imposez au patient avec la machine de VNI et qui va avoir plein d'effets sur la diminution de la précharge du ventricule droit, la lutte contre l'augmentation de la pression hydrostatique au niveau des alvéoles pulmonaires, etc. Ça va aussi améliorer la fraction d'éjection du ventricule gauche par des mécanismes un peu compliqués. Mais bref, la VNI, c'est très utile en contexte d'OAP et c'est d'ailleurs une des deux grandes indications qu'il y a à retenir pour le CN. Pour la VNI, c'est l'OAP réfractaire. Enfin, c'est l'OAP tout court, pardon. La deuxième grande indication que vous verrez en réa ou en pneumo, c'est l'exacerbation de BPCO. OK. Donc ça, c'était les critères de dialyse en urgence. Ça, c'est hyper important de le connaître par cœur. Les néphrotoxiques en contexte d'IRA, eh bien, il faut toujours les arrêter. Quand on a une insuffisance rénale aiguë, on arrête tous les médicaments qui potentiellement sont des facteurs confondants de l'insuffisance rénale aiguë et qui pourraient majorer les lésions qu'on a déjà dans le contexte aigu. Et donc ça, c'est les INS par l'effet sur l'hémodynamique intrarénale avec une vasoconstriction de l'artériole afférente. Les produits de contraste, on évite, sauf urgence vitale, je vous en ai parlé, avec un risque de nécrose tubulaire aiguë. Les IECRA2, important à comprendre que ce n'est pas néphrotoxique, mais comme ça perturbe l'hémodynamique intrarénale avec la vasodilatation de l'artériole efférente cette fois-ci, pas comme les INS, eh bien, ça peut aggraver de l'hypoperfusion rénale et donc de la nécrose tubulaire aiguë. Donc, en aigu, on les arrête. Et après, il y a les antibiotiques, les chimiothérapies, etc. La metformine, on en a parlé. Voici l'ECG du patient. Tac, je vous laisse le regarder pendant 30 secondes.